Bon, bonjour à tous, je m'appelle Clément Fournier, je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle YouMatter, qui est spécialisé sur les enjeux de la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi plusieurs spécialistes qui sont venus ici pour vous parler d'agriculture et que je vais commencer par laisser se présenter pour qu'on sache un peu à qui on a affaire. Peut-être commencer par Cyril à côté de moi, rapidement. Bonjour, je suis Cyril Cao, donc je suis le directeur en charge de l'enseignement supérieur, de la politique de site et de l'Europe à INRAE. INRAE, c'est l'organisme national de recherche qui est issu de la fusion de l'INRA et d'IRSTEA il y a quelques années. Voilà. Merci. Alexandre? Bonjour à tous, je suis Alexandre Boidron, coordinateur technique du mouvement pour une agriculture du vivant. Donc on est une association en fait d'acteurs des filières qui travaille à accélérer la transition agroécologique tout au long et à chaque étape des filières agricoles. Merci. Camille, pour finir. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Camille Desclos, je suis responsable communication de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc l'objectif, c'est de faire la promotion des métiers de l'agriculture et de l'emploi agricole. Merci beaucoup. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous nous entendez à peu près bien? Parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. On n'a pas trop de chance au niveau de l'horaire, on est sur la pause déj. Est-ce que si je parle plus près du micro, c'est mieux par exemple? Ouais, ça marche. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler d'agriculture et pour vous parler de cette agriculture qui est en train de se transformer de façon assez profonde ces dernières années et qui va se transformer encore beaucoup dans les années qui viennent. Et pour vous parler notamment des emplois qui vont être au cœur de cette agriculture-là. L'agriculture est un secteur dont on ne parle pas autant que d'autres secteurs quand on parle de transition écologique. Et pourtant, outre le fait que c'est ce qui nous permet de vivre, c'est quand même un secteur qui représente pas loin d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre et puis pas mal d'autres enjeux écologiques. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de ces nouveaux métiers qui sont en train ou qui vont émerger, voilà, d'essayer d'un peu mieux comprendre la transformation qui est en train de vivre l'agriculture. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais poser à nos intervenants une question. Comment vous sentez ces transformations et quelles sont les compétences que vous voyez émerger pour cette agriculture nouvelle et les emplois donc, du coup, qui vont, selon vous, devenir les emplois de demain dans l'agriculture? Qu'est-ce qui va changer par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est déjà en train de changer? Peut-être Alexandre pour commencer sur cette question. Alors, c'est très large déjà quand on dit le mot agriculture. Et même le titre de la conférence, c'était agro, donc ça englobe encore plus. Parce que l'agriculture, certes, il y a la production agricole dans les champs, le métier d'agriculteur et de ce qui l'entoure. Mais derrière, il y a tous ceux qui collectent, transforment, cuisinent, commercialisent. Enfin, vous avez toutes les industries agroalimentaires, les coopératives. C'est un monde gigantesque et dans lequel, en fait, on retrouve à peu près tous les métiers que vous retrouvez aussi dans d'autres secteurs. Les secteurs agricoles, c'est un secteur d'activité à part entière, à côté de l'industrie, à côté de tout ça, quoi. Donc c'est super large. Tout ça là-dedans, ça bouge et ça bouge depuis un moment. Au niveau emploi, tu confirmeras certainement. Ce que je sais, c'est que ça recrute et pas depuis hier, mais depuis. Ça fait un moment qu'on dit qu'en agriculture, quand même, il y a énormément d'emplois vacants et de recrutement, et ça augmente. Donc là-dedans, déjà aujourd'hui, en fait, il y a de quoi faire. Et vers quoi est-ce que ça va évoluer demain? Moi, je peux témoigner un peu de ce qui nous concerne, vraiment nous, plus peut-être en lien avec justement autour des métiers de la production agricole, c'est-à-dire sur le terrain, l'agriculteur et les métiers qui l'entourent, les gens qui le conseillent, qui l'accompagnent dans la mise en place, le développement de ces techniques. Ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a les agriculteurs ont commencé à bouger depuis déjà plusieurs années, depuis une quinzaine, vingtaine, pour certains, sur ce qu'on nous considérons là, comme la transition agroécologique. Donc les agriculteurs se sont mis à bouger et en fait c'est le monde du conseil derrière qui met du temps à suivre, qui met du temps en fait à évoluer, à changer, parce que justement il dépend de structures assez imposantes, que sont les coopératives, les industries agroalimentaires derrière. Et l'agriculteur aujourd'hui a du mal en fait à trouver les personnes pour le conseiller, déjà parce qu'il y en a de moins en moins, tout simplement parce que les structures ont du mal à renouveler, que ce soit les chambres d'agriculture, les GAB, les coopératives. Un technicien qui part à la retraite ou qui change de métier aujourd'hui n'est pas du tout facilement remplacé, donc là-dessus il recrute. Et en plus de ça, on a, alors pas forcément du manque de compétences, mais dès lors qu'on rentre dans l'agroécologie,
et dans beaucoup plus s'appuyer sur le vivant, le fonctionnement du vivant pour faire de l'agriculture, on a des gens en fait, qui manquent d'une certaine formation ou connaissance ou compréhension de ces questions-là pour derrière développer un conseil adapté auprès des agriculteurs, quoi. Et donc c'est en ça qu'il y a un gros besoin de formation ou peut-être aussi de former autrement ou de faire comprendre les choses autrement quand on est en formation, quand on est encore étudiant. Donc besoin de formation des techniciens. Pardon. Et un gros besoin aussi, globalement, enfin au-delà de la formation, c'est que surtout les structures dans lesquelles travaillent les gens qui conseillent les agriculteurs doivent s'approprier un projet, quoi, adopter un projet. Et aujourd'hui, malheureusement, ça part un peu dans tous les sens. Tout le monde essaye de satisfaire, répondre à différents labels, différents cahiers des charges, des marges. Tout le monde dit « je veux faire de l'agriculture durable ». Tout le monde parle de technique. Mais on ne reprend pas le problème vraiment à la source qui est le modèle agricole fondamentalement, sur quoi est-ce qu'il est appuyé, et ça appelle des connaissances de biologie, de physique, de biochimie que malheureusement les techniciens comme d'autres ont un peu perdu, quand bien même on les voit à l'école. C'est pas des choses qui sont connectées les unes aux autres et qui nous font voir le vivant et les écosystèmes de la bonne manière en fait pour derrière faire le bon conseil, quoi. Et concrètement, on parle de pratiques, de quoi comme pratique agricole nouvelle? C'est mieux préserver le sol, c'est moins de pesticides, c'est moins de labour, c'est quoi? C'est en 2-3 mots pour constituer un peu. Très rapidement, parce que finalement le sujet c'est la formation et l'emploi, mais très rapidement de quoi on parle, c'est ça, c'est avant de parler de pratique en fait, c'est comprendre comment fonctionne un sol, comment fonctionne un écosystème, comprendre que tout cet écosystème, c'est avant tout des êtres vivants qui ont besoin de manger. Et qu'est-ce qu'ils mangent? C'est de la biomasse, donc des plantes qui poussent. Enfin, des plantes qui ont poussé et qui sont mortes, quoi, pour faire très simple. Et donc en fait, on cherche à baser une agriculture sur une production maximale de biomasse. Et ça implique derrière, en termes de technique, pour réussir à faire ça, effectivement, de moins travailler les sols, de pas juste avoir une culture pendant une partie de l'année qu'on récolte et après on laisse en sol nu, mais d'avoir des couverts et en fait de autant produire à manger pour nous que de produire à manger pour l'écosystème, quoi, pour faire simple. Ça marche. Et ça, voilà, ça appelle alors que ça fait on va dire des centaines d'années que l'agriculture fonctionne finalement sur le modèle sur lequel elle fonctionne aujourd'hui encore. Ça demande de revoir certaines choses et de revoir certaines compréhensions du vivant. Et ça fait appel à justement à la formation déjà des étudiants et à revenir vraiment en amont avant en fait qu'on sorte de l'école avec l'agriculture, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Ça marche. Camille, vous à la NEFA, vous sentez que déjà des choses sont en train de bouger en matière d'emploi agricole? Est-ce qu'il y a des endroits où ça recrute, des besoins? Alors, je pense déjà qu'il faut rappeler quand même que l'agriculture, c'est le 2e employeur de France. C'est quand même 930 000 salariés, avec environ 1 million de postes en CDD par an et 200 000 en CDI. Donc, c'est pour montrer, ne serait-ce que déjà le nombre de postes possibles en agriculture. Et comme pouvait le dire Alexandre, ça recrute énormément. Donc, les postes sont très divers. Et en effet, on a une vraie mutation des métiers, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de circuits courts. Donc, notamment les métiers de fromager, de boucher font aussi partie maintenant des métiers de l'agriculture. On a tout ce qui est mécanisation aussi, avec tous les robots qui sont utilisés notamment pour réduire l'utilisation de pesticides, excusez-moi. Donc, qui demandent quand même d'être formés aussi sur leur utilisation. Donc voilà, il y a aussi une prise de conscience du monde agricole sur toutes les thématiques qui sont abordées autour du salon Talent for the Planet et sont une mutation donc, du monde agricole et de ses métiers. Merci. Et Cyril, peut-être pour rebondir, vous êtes plutôt du côté de la formation et de la recherche, mais comment vous sentez que les besoins en matière d'emploi, de compétences évoluent dans le monde agricole? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez sur cette question-là? Oui, donc je précise aussi que dans les fonctions précédentes, j'ai coordonné le plan Enseigner à produire autrement pour le ministère de l'Agriculture au moment où il a été lancé en 2014 par Stéphane Le Foll. Et c'est vrai que la transition agroécologique dans laquelle on est engagé désormais, qui se développe au niveau national, mais maintenant qui se développe au niveau européen, si vous regardez le Green Deal et les objectifs
de la stratégie Farm to Fork, l'agroécologie est explicitement un des objectifs collectifs que l'on a à atteindre. Ce qu'on peut dire, c'est que l'agroécologie, comme ça a été rappelé, c'est un autre cadre de pensée en matière agronomique. Et c'est une agriculture, j'allais dire, intensive en connaissances. C'est plus une agriculture intensive nécessairement en intrants, c'est une agriculture intensive en connaissances. Parce qu'il faut optimiser le fonctionnement de systèmes et d'écosystèmes autour de l'agriculteur. Et du coup, ça pose des enjeux en termes de comment acquérir ces connaissances, comment on les incorpore dans des compétences et comment on accompagne l'agriculteur. Je pense que Camille a eu raison de dire que l'agriculture en termes de métier et d'emploi, c'est pas que l'agriculteur. Il y a de moins en moins d'agriculteurs au niveau national. Après-guerre, il y avait 30% de la population française qui était dans le monde agricole. Aujourd'hui, on est je crois, autour de 2%. Mais l'écosystème qui entoure et qui accompagne les agriculteurs, il est extrêmement large, extrêmement divers. Et un des enjeux, c'est d'apporter justement ces connaissances et ces innovations auprès de l'ensemble de ce système d'accompagnement. Et aussi, et c'est pour INRAE en particulier un vrai challenge en matière scientifique, comment aussi on introduit l'évolution des pratiques, comment on inclut l'agriculteur dans les innovations. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des schémas où un labo cherche, une entreprise innove et c'est transféré ensuite à l'agriculteur. On voit bien que l'évolution des pratiques, on est dans des circuits beaucoup plus de co-construction des connaissances et des compétences. Et donc dans ce sens-là, les besoins, ils se co-construisent au niveau des territoires. Ils mobilisent bien sûr les écoles, les lycées agricoles, les conseils, les associations et les agriculteurs eux-mêmes. C'est ça le challenge qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de recettes. Il y a des pratiques, il y a des pionniers, et ensuite la question c'est comment on va élargir ces bonnes pratiques et les faire se développer à l'échelle des territoires dans le cadre de la transition agroécologique. Et justement, moi la sensation que j'ai, étant un peu extérieur au monde agricole, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal d'années, voire quelques décennies, que justement on a des pionniers qui mettent en place des formats d'agriculture nouvelle, alors ce dont on parlait tout à l'heure, de l'agriculture de conservation, de la permaculture, de l'agroécologie, mais qu'on a du mal à faire passer à l'échelle, à ce que ces modèles-là deviennent mainstream en quelque sorte. Et du coup, ça pose peut-être la question de l'enjeu de la formation, comme le disait Alexandre. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces initiatives-là, qui sont un petit peu des initiatives de niche au départ, au plus grand nombre d'agriculteurs? Comment on les forme? C'est quoi les enjeux sur la formation aujourd'hui, Cyril, peut-être, puisque c'est un peu votre spécialité? Il y a plusieurs manières de faire. Il y a ce que le dispositif de formation nationale, qu'il soit public et privé, met en place, aussi bien au niveau des lycées agricoles. En France, il y a à peu près 800 lycées agricoles. 2 tiers sont privés, 1 tiers sont publics, grosso modo. C'est là le premier creuset. Et ce qui avait été encouragé, ce qui est toujours encouragé, par exemple, depuis quelques années, c'est que et notamment dans les lycées agricoles publics, il y a toujours une exploitation agricole. C'est que cette exploitation agricole, qui est en vraie grandeur, par définition, ce soit un lieu d'expérimentation. Donc, ce soit finalement les connaissances et les compétences, ils passent un peu par l'acte et par l'apprentissage de l'acte de faire déjà à ce niveau-là. Après, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, qu'il soit public ou privé. Et nous, en tant qu'INRAE, par exemple, on interagit avec ces écoles du supérieur agronomique et vétérinaire pour transmettre les dernières innovations, transmettre les dernières connaissances qu'il y a dans nos laboratoires. Donc je dirais ça, c'est première échelle. Après, il y a, et ça je le connais moins bien, mais les collègues probablement le connaissent mieux que moi, c'est tout ce qui est formation continue, formation professionnelle, qui est portée par les structures professionnelles et par les filières. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un moyen très puissant de faire passer la transition au plus près des agriculteurs. Peut-être sur ce sujet, du coup, Camille ou Alexandre, si vous voulez réagir sur la formation continue, comment on fait pour que des agriculteurs qui ont 20-30 ans de pratique agricole sur, on va dire, l'ancien modèle, adoptent de nouvelles pratiques, sachant que même s'ils sont de bonne volonté, c'est pas toujours simple dans un contexte où, pour qu'une exploitation soit viable, c'est déjà parfois compliqué. Alors si en plus il faut prendre le temps d'investir dans des nouveaux modèles, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est quoi les enjeux? Est-ce que c'est compliqué? Je sais pas si l'un de vous veut commencer. Je peux essayer de commencer. Alors la question c'est formation de qui? Tu disais agriculteur, il y a tous les autres, les conseillers, et de tout le reste. Donc les agriculteurs, je veux dire, c'est presque facile avec ceux qui d'eux-mêmes y vont et s'intéressent au sujet et tout ça.
et parce qu'ils sont un peu, ils sont leur propre patron, quoi. Donc quand ils ont décidé qu'ils vont dans une direction, généralement ils y vont et ils font ce qu'il faut pour. Après, dès lors qu'on parle de gens salariés, donc je parlais tout à l'heure des techniciens ou des ingénieurs et autres, et les gens qui les conseillent, eux ils sont salariés d'une structure. C'est pas forcément eux qui décident de la politique de la structure, du projet et de vers où ça va. Et donc c'est à ce niveau-là en fait déjà qu'il faut commencer par agir, quoi. C'est que faut que la coopérative, par exemple, qui collecte du grain chez tant d'agriculteurs dans telle région, dise maintenant pour moi l'agroécologie ou en tout cas la transition vers une agriculture durable, c'est pas qu'une histoire de répondre au cahier des charges de mes clients. C'est pas qu'une histoire de reverdir mon logo et dire que je fais des choses pour la planète. C'est un projet d'entreprise et c'est quasiment notre raison d'être, quoi. Et à partir de ce moment-là, là ils peuvent commencer à engranger de la formation, on va dire, plus massive ou parce que ça devient vraiment leur projet, de leurs salariés, de leurs équipes de techniciens. Et là-dessus, il y a différents programmes qui existent sur vraiment nos sujets agroécologie, comme on le dit. On a monté justement des parcours de formation avec des partenaires, enfin des gens qui forment les techniciens. Je ne sais pas s'il se fait d'autres choses ailleurs, mais... allez-y, si vous voulez développer, ou sinon Camille... Après, je sais que sur tout ce qui est formation aux salariés, il y a donc l'OPCO au CAPIAT qui accompagne pas mal sur les formations, et notamment sur la prise en charge. Et on avait fait à l'époque un document qui s'appelait justement les freins à la formation, ce que tu disais, parce que quand on est technicien, il faut aussi que l'entreprise soit partie prenante dans la formation de ses salariés. Et parfois, ça peut être un frein parce que ça peut être coûteux, etc. Donc, les instituts comme Ocapiat et comme la NEFA, on accompagne aussi les entreprises justement pour les aider à former leurs salariés, à montrer en fait l'intérêt pour une entreprise de faire monter en compétence ses salariés. Et après, sur la partie plutôt agricole, il y a d'autres structures comme par exemple Vivea qui proposent des formations, là c'est qu'un exemple, mais qui proposent des formations justement pour utiliser le moins d'intrants possible ou de produits phytosanitaires, etc. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de formations qui sont proposées. Après, il faut que les gens en aient connaissance aussi. Donc il y a un travail de communication aussi à faire de la part des institutions. Jusque-là, je trouve qu'on a beaucoup parlé de ces agriculteurs qui y vont parce qu'ils ont envie de créer le déclic dans ces entreprises, dans ces coopératives. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de l'acteur public de se dire, en fait, si on veut vraiment y aller vers ce modèle d'agriculture durable, il faut qu'on y mette les moyens et qu'on pousse les gens à se former sur ces sujets-là. Je sais qu'il y a des systèmes d'aide, par exemple, pour la conversion à l'agriculture biologique, mais est-ce que ce n'est pas des trucs qui mériteraient d'être poussés plus loin pour, je sais pas, je vous pose la question de façon ouverte, peut-être Cyril, puisque vous prenez le micro. Comment on peut faire pour encourager et accélérer pour que qu'il y ait cette envie de se former et de changer les pratiques? Je ne suis pas sûr que je vais répondre intégralement à votre question, mais de nouveau, dans le dispositif de formation agricole publique et privée, qui est à l'échelle du territoire et qui donc a une dimension à la bonne échelle de ce qu'on doit réussir, cette transition, cet objectif de transition, il est déjà inscrit. Alors ça prend un peu de temps, c'est-à-dire que changer des programmes, changer des référentiels de compétences, changer des référentiels de formation, ça ne se fait pas en 6 mois. Mais le processus est enclenché maintenant depuis 7 à 8 ans. Et les référentiels de formation sur les CAP, sur les BEP, sur les bacs pro et sur les BTS agricoles ont tous été dans des dimensions que peut-être certains ne trouveront pas assez fortes, mais en tout cas ont été modifiées pour intégrer les grands concepts, les grands objectifs de la transition agroécologique. Ça, c'est très clair. Donc, ça prend du temps parce que ces référentiels, ils doivent évoluer. Il faut que les enseignants se les approprient. Il ne faut jamais oublier que, parce qu'on décrète à INRAE, on a plein de connaissances. Bon, la question, c'est comment on va les transmettre, quels sont les bons relais, comment on accompagne les futurs agriculteurs, les futurs conseillers, les futurs professionnels. Il y a une population ou une catégorie de personnes qui est fondamentale dans ce système-là, c'est les formateurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi former les formateurs et les enseignants. Il faut les accompagner là-dedans, il faut les rassurer, il faut leur donner des choses concrètes et solides en matière de compétences et de connaissances à transmettre. Donc il y a aussi tout cet accompagnement, et ça c'est de la formation continue aussi, mais plutôt des formateurs, qui doit être entreprise et c'est déjà engagé. Mais
voilà, c'est le temps humain, ça prend un certain nombre de temps. Après, il y a des initiatives plus ponctuelles, à plus petite échelle, qui vont plus vite, qui sont plus agiles, et qui vont vers des publics probablement un peu différents, et ça doit coexister. Mais à mon sens, l'enjeu, il est comment on accompagne globalement cet écosystème pour qu'il acquiert et qu'il mobilise toutes ses connaissances et ses compétences. Alexandre, si vous voulez rebondir sur cette question de comment on fait accélérer justement la prise de conscience, la nécessité de se former, est-ce qu'il y aurait des choses que vous ressentez quand vous dialoguez avec des professionnels dans le secteur, qu'ils auraient besoin de ça pour passer à l'action plus vite, ou peut-être pas du tout, hein. Ouais, on est beaucoup dans un monde où on veut accélérer tout le temps. C'est-à-dire que le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière nous donne pas le sentiment qu'on a beaucoup de temps. Alors on se dit, ouais, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'une fois que l'accélérateur est au fond, bon bah c'est bon, on a touché le plancher, quoi. Et puis faut attendre que le moteur prenne le relais. Et comme disait Cyril, changer des programmes, ça prend du temps. Il faut que les formateurs se forment et il faut que les gens qu'on forme, bah, ils finissent leur cursus aussi, quoi, arrivement, et qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi quand on parle de formation initiale. Donc et surtout accélérer si c'est pour faire en faisant les mauvais choix. Voilà, toujours essayer d'aller plus vite. Faut quand même s'en méfier. Et puis c'est en tout cas dans le monde professionnel. On pourrait vouloir dire, alors j'en reviens aux techniciens, mais même à tous les autres, on va leur payer 2 ans full formation non-stop. Ok, très bien. Si derrière ils ont une fois de plus pas le cadre pour mettre en œuvre et du coup pas en fait le projet de l'entreprise, le projet de la coopérative, le projet de je sais pas qui, si le cadre dans lequel ils travaillent tout entier, donc tous les gens qui y travaillent se sont pas orientés dans la même direction et comprennent pas quel est le projet, vers quoi est-ce qu'on veut aller, on aura beau former aussi vite qu'on veut, ça servira toujours à rien, quoi. Et donc c'est peut-être au-delà même des compétences, de la formation, des connaissances, le plus important c'est surtout avant tout ça, c'est savoir vers quoi est-ce qu'on veut aller et le partager, être bien clair là-dessus. Et ça, on le voit auprès de tous les acteurs des filières et dans le monde agricole. Alors oui, on dit le mot agroécologie, on dit les mots agriculture durable, et tout le monde met plein de techniques, plein de trucs là-dedans. Et j'en reviens à ce que je disais un peu au début, sans vraiment avoir compris et partagé de quoi est-ce que fondamentalement on parle et de quel modèle agronomique est-ce qu'on parle en fait. Et donc ce qui fait que en fait chacun y va un petit peu de sa sauce et dans son coin. Et donc on aura beau former tout le monde, derrière ça va pouvoir continuer à capoter encore longtemps si on ne sait pas vraiment dans quelle direction on veut aller, quoi. Et il y aurait une solution pour clarifier cette direction justement avec tous les acteurs de la filière au niveau des territoires ou au niveau national, ou comment vous ressentez ça, vous ? Alors là justement, nous on y travaille, c'est notre rôle, on va dire, en tant que coordinateur, facilitateur d'un certain nombre d'acteurs des filières qui adhèrent au mouvement et qui disent oui, de l'agriculture basée sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la production maximale de biomasse, une agriculture qui nous nourrit, qui nourrit les sols et qui améliore leur fertilité et qui éventuellement même produit de l'énergie pour toutes nos activités. On se met d'accord là-dessus, on comprend en fait à quoi ça tient d'un point de vue agronomique, biologique, et on construit après un modèle agricole et des techniques qui répondent à ça. Donc là-dessus on y travaille, et du coup après on organise aussi les outils, les méthodes pour en fait faire évoluer les relations entre tous les différents acteurs qui travaillent ensemble depuis longtemps, mais se sont mis à discuter de moins en moins depuis quelques années, et en fait aujourd'hui échangent par cahier des charges interposés sans vraiment justement avoir un projet commun, quoi. C'est là où on a quand même le monde de la production agricole qui est toujours en train de courir derrière les entre guillemets exigences et attentes du monde des consommateurs des consommateurs, on va dire des entreprises et des structures qui apportent l'alimentation aux consommateurs, qui créent des cahiers des charges, qui créent des démarches, qui a des exigences, qui a tout ça. Les agriculteurs, les coopératives courent après ça et se sont pas emparés suffisamment initialement du projet de quelle agriculture est-ce qu'on veut monter et qu'est-ce qu'on propose derrière. Et c'est là où justement il y a aussi un inversement peut-être un peu des rôles et du sens dans lequel se fait les choses, sur lequel on travaille, quoi. Mais c'est un projet, c'est long. Et il faut accepter justement que ça prenne du temps, il faut juste s'y mettre maintenant. Et après, il faut laisser le temps au temps, et c'est du changement humain.
Et le changement humain, ça se fait pas juste en formation. C'est que c'est des choses qui bougent dans la tête. Ça met du temps. C'est pas forcément palpable comme ça. Ça marche. Camille, peut-être pour continuer là-dessus. C'était juste pour illustrer un petit peu, pour montrer quand même que voilà, il y a des changements. Aujourd'hui, on a à peu près à 12% d'exploitations qui sont en agriculture biologique. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors certes, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais en tout cas, voilà, ça montre quand même qu'il y a un mouvement. Il faut savoir que pour des agriculteurs, enfin des professionnels du monde agricole qui sont en agriculture conventionnelle, on passe pas en bio comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que je rejoins Alexandre et Cyril sur le fait qu'il faut laisser du temps de formation, du temps aussi aux professionnels de convertir leurs exploitations, etc. Merci. Je voulais vous poser une dernière question peut-être avant qu'on commence à échanger avec la salle. J'entends souvent quand on parle de l'agriculture de demain que c'est une agriculture qui sera plus intensive en main-d'œuvre, qu'on aura besoin de plus de travailleurs dans les secteurs agricoles et dans l'agro-industrie. D'abord, c'est quoi votre opinion là-dessus? Parce que c'est un truc qu'on entend, mais est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce qu'il y a du coup pas un enjeu, si c'est vrai, de revaloriser un peu ces métiers, de les rendre plus attractifs? Comment on attire les gens vers ces métiers-là? Comment on attire les jeunes dans les formations initiales? Je sais pas, Camille, si vous voulez commencer peut-être. Alors, c'est vrai que on n'est pas sans savoir qu'il y a une diminution du nombre d'exploitations agricoles, mais à l'inverse, on a une augmentation du nombre de salariés agricoles. Donc, c'est vrai que j'insiste vraiment sur l'agriculture ne se limite pas aux agriculteurs. Il y a plein de salariés, agricoles autour. Donc, ce sont des métiers qui sont quand même très peu connus. Et puis l'agriculture, c'est pas uniquement l'élevage et les grandes cultures. Il y a aussi les métiers de la forêt, il y a aussi les métiers du paysage, il y a aussi les métiers de la pêche. Donc voilà, on englobe vraiment beaucoup de choses sous le grand A de agriculture. Après, c'est vrai que ce sont des métiers sur lesquels on peut quand même avoir beaucoup d'idées reçues, enfin en tout cas de la part du public. C'est pas des métiers qui font rêver. Voilà ce que moi j'entends régulièrement. C'est pas des métiers attractifs, donc on fait tout en tout cas pour les rendre attractifs. Donc on a le ministère de l'Agriculture notamment, je pense que peut-être vous l'avez vu, les spots à la télé avec la campagne Les Entrepreneurs du Vivant. Qui donc mettait à l'honneur les métiers de l'agriculture et voilà, montrer que ça recrute. Il faut savoir que Château-Canet, il y a quand même 10% des postes en agriculture qui ne sont pas pourvus. Donc voilà, il y a des possibilités de carrière dans le monde agricole. Il y en a pour tout le monde, pour tous les profils. On peut faire carrière voilà, vraiment dans le monde agricole. Après, il y a des actions aussi où on va à la rencontre des urbains, notamment fin mars, on a une action dans 5 villes de France où toute la production agricole va au centre-ville proposer des animations ludiques sur les métiers. On a aussi des campagnes sur TikTok où on envoie des TikTokers non agricoles et s'essayer au métier de l'agriculture pour montrer un petit peu que finalement les métiers de l'agriculture c'est génial. Cyril, peut-être pour rebondir là-dessus. Oui, alors moi je ne suis pas ni économiste ni spécialiste de ces questions-là. Sur la question de la main-d'œuvre, alors c'est vrai c'est ce qu'on entend, hein, et c'est probablement en partie vrai. C'est vrai que l'agroécologie, pour certaines de ses pratiques, a comme conséquence qu'il y a nécessairement plus d'intervention et probablement besoin de plus de main-d'œuvre. Mais il y a aussi des effets un peu contre-intuitifs, c'est-à-dire que, par exemple, si on veut sortir la dépendance aux phytosanitaires, le travail du sol ou le travail sur les cultures, plus mécanique et non plus chimique, nécessite probablement plus de manœuvres, mais aussi il y a des solutions à travers la mécanisation et la robotique agricole qui peut contribuer aussi à la transition agroécologique, avec un effet paradoxal qui est finalement de mieux accompagner et de rendre moins pénibles des tâches de cette nature-là et qui vont dans le sens de la sortie des phytosanitaires, par exemple. Voilà. Lors du salon d'agriculture qui était il y a une quinzaine de jours, on a eu une très grande conférence qu'on a animée sur l'agtech, l'agriculture et le numérique. Et on a eu un débat extrêmement intéressant avec la profession agricole, avec les grands équipementiers, mais aussi tout le monde des techs, du numérique, qui commence à s'intéresser à ces sujets de façon vraiment industrielle, mais dans une perspective véritablement d'accompagner la transition agroécologique. Donc il n'y a pas d'opposition, et c'est ça où j'ai dit que ça peut paraître contre-intuitif, entre développer des solutions très technologiques et en même temps faire une transition agroécologique qui nous permette de sortir et de limiter l'impact que peut avoir l'agriculture sur l'environnement. Voilà. Donc autour de ça, ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté on peut se dire mais finalement ça peut réduire le besoin de main d'œuvre parce que le binage par exemple mécanisé, intelligent, robotisé
peut être une solution, donc on n'a pas besoin de le faire à la main. Mais ça veut dire aussi qu'il y a aussi des tas de métiers autour de l'agriculture, notamment autour du numérique, de l'utilisation des données, du développement de ce qu'on appelle les OAD, les outils de la décision que doit bien connaître Alexandre, qui se développent et qui ont besoin de compétences et de connaissances aussi et de nouveaux talents autour de ce monde agricole et de la transition agroécologique. Donc, on est sur des enjeux. Il reste une minute. Moi, je voulais vraiment dire quelque chose, c'est qu'on est sur des enjeux évidemment majeurs. Et je ne vais pas vous faire le plan de parler de l'actualité. Hein. Et derrière ces enjeux majeurs, autour de notre agriculture, qu'elle soit française ou européenne, il y a des besoins de vocation, il y a des besoins de compétences et de connaissances. Il faut vraiment qu'on reparte avec nos agriculteurs et notre agriculture dans un nouveau deal. Voilà. Et il faut les accompagner, leur donner du temps. Il faut les respecter. Et je pense que ça, c'est vraiment un shift très important à faire parce qu'il y a eu quand même, il faut quand même le reconnaître, toute une période où on a désigné, on a identifié aussi ce secteur-là comme étant fautif, comme étant responsable de pas mal de choses, ce qui est un fait. Mais là, on est face à vraiment un nouveau challenge. Et on parlait de l'attractivité, de visibilité de ces métiers. Ça fait partie de ça aussi. Et effectivement, l'initiative Les Aventuriers du Vivant, qui est lancée depuis quelques temps maintenant, vise à ça, à rendre visibles et attractifs ces métiers. Et il y a vraiment de la place pour beaucoup de compétences et beaucoup de monde dans ce secteur-là. Merci. Alexandre, peut-être un dernier mot sur ce sujet, puis après on laissera la salle nous poser des questions. Ouais, alors dur de dire, je ne sais pas si ça va tellement appeler beaucoup plus de main-d'œuvre ou pas. Tout dépend une fois de plus un peu du projet, on va dire, politique et de vers quelle agriculture on va aller. Je pense qu'on va aussi se prendre plein d'événements sur la tête qui vont aussi changer la donne par rapport à ce sur quoi on se projette aujourd'hui, très clairement. Pareil, tout ce qui est alors très intéressé aussi par tout ce qui est robotique, automatisation, les GPS et tout, ça nous permet de développer certaines techniques qui, sur une approche agroécologique, sont intéressantes, mais c'est là aussi où il faut pas oublier que ça reste des outils et pas des finalités en soi, donc il faut quand même aller comprendre les problèmes initialement, le vrai fond des problèmes avant de développer le robot idéal pour le problème qu'on n'a pas compris en fait. Bref, mais juste pour dire que oui, il y a un gros enjeu de revaloriser les métiers et tout simplement de les faire connaître. Aujourd'hui, je pense qu'un des gros problèmes qu'on a justement dans le monde agricole, dans les gens qui qui travaillent sur tout ce qui n'est pas une ferme justement, mais en agriculture, c'est que de moins en moins de monde naît sur une ferme et a travaillé un peu une fois dans sa vie, quelques mois dans sa vie sur une ferme, quoi. Donc plus personne ne connaît le métier d'agriculteur à part l'agriculteur lui-même. Et donc tous les ingénieurs qui sortent des écoles d'ingé, des BTS, alors BTS un petit peu plus parce qu'ils sont heureusement, et c'est d'ailleurs souvent les profils les plus intéressants, c'est le BTS qui a fait ingé. Le type, il connaît le terrain, il a fait du tracteur, il s'est coupé les doigts sur une machine, il a passé une nuit à moissonner, il sait ce que c'est. Et après, il acquiert encore plus la capacité de prise de recul, de vision générale, de réflexion d'ingénieur. Et donc on manque vraiment de ça, c'est des gens qui ont travaillé sur des fermes. Donc si jamais l'agriculture vous intéresse et que vous dites qu'est-ce que je peux faire d'utile là-dedans, commencez par aller bosser sur une ferme. C'est pas forcément facile parce que les agriculteurs maintenant regardent tout le monde du coin, enfin pas tous, mais du coin de l'œil parce que quand vous venez pas du monde agricole, c'est pas évident, c'est un métier. Mais commencez par là, allez-y sans juger et ce sera, je pense, la meilleure expérience que vous pourrez avoir pour ensuite être utile en agriculture. Ça marche, merci. Alors du coup, on va vous laisser la parole pour une dizaine de minutes. Si certains d'entre vous ont des questions à poser sur ce sujet, on va vous faire passer des micros. Bonjour, Océane, de formation ingénieur, industrie agro. Je travaillais 7 ans pour l'industrie agroalimentaire et là je suis en reconversion professionnelle. J'avais 2 questions, je vais essayer de les faire rapides et si vous ne pouvez pas répondre aux 2, juste la première, ça sera déjà pas mal. La première c'est, quelle est votre vision de l'agriculture de demain ? Votre vision de l'agriculture de demain ? Parce que quand on parle de formation et de métier, on a besoin d'une vision. Et sur la structuration des filières, par exemple, aujourd'hui, on est plutôt sur de la spécialisation. Je le sais parce que j'ai travaillé pour l'industrie.
Et est-ce que demain, on peut penser à la diversification? Est-ce que c'est la vision que vous en avez, en tout cas? Et la deuxième question, c'est qu'on n'a pas du tout, ou peut-être effleuré rapidement, les métiers liés à l'analyse environnementale. Donc actuellement, c'est ce que je fais. J'ai fait du consulting là-dedans. Et il y a beaucoup de choses à faire sur les modèles à développer pour pouvoir mesurer le carbone dans les sols ou des choses comme ça. Est-ce que, selon vous, c'est des métiers d'avenir ou pas? Pour mesurer quoi, pardon? J'ai pas entendu le... Pour mesurer, par exemple, le stockage carbone dans les sols, mesurer la biodiversité, mesurer... Voilà. Qui est volontaire, du coup? C'est vaste comme question en même temps. Quelle est votre vision de l'agriculture de demain? En même temps, vous dites Alexandre, que ce qu'il nous faut aussi, c'est une vision pour pouvoir bien mesurer les enjeux, créer les formations ad hoc. C'est une vision et effectivement et un projet, quoi. Il y en a un petit peu, mais pas vraiment. Après, je vais vous retourner la question. C'est quoi votre vision à vous? Qu'est-ce que vous voulez porter comme projet agricole? Et est-ce que dans le paysage actuel, il y a des structures, il y a des gens qui portent le même? Et est-ce que vous pouvez y contribuer, quoi? C'est ça aussi. Enfin, pour le coup, c'est éminemment politique. Hein. C'est que moi, je sais que ce qui m'intéressait, c'était justement l'agriculture de conservation des sols, l'agroécologie, la vie des sols, tout ça. Je suis sorti de l'école il y a un peu moins de 4 ans. Il y avait un mouvement qui commençait à se monter qui disait justement on veut sortir des cahiers des charges des oppositions entre agriculture et faire comprendre que les fondamentaux agronomiques sont les mêmes partout et que si on monte des modèles agricoles, des techniques en phase avec ces fondamentaux, on arrivera à faire justement une agriculture durable. Je me suis dit banco, je m'engage là-dedans et je vais bosser à ça et on y va. Donc moi, ma vision de l'agriculture pour demain, c'est ça. Je dis pas que on fait tout pour que c'est ce qui se développe et ce qui arrive, que ce soit ce qui va se développer. Maintenant, une fois de plus, voilà, ça tient pas qu'à nous. C'est politique, c'est du lobbying, c'est embarquer du monde et construire une vision commune, quoi. Donc, Cyril, allez-y. Je ne sais pas si je vais répondre parce que votre question elle est éminemment politique, donc c'est pas le lieu. Ça pourrait. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan un peu rationnel, c'est que quand on regarde comment l'agroécologie peut se déployer à une échelle d'un pays, ce qui ressort assez clairement, c'est qu'il y a nécessairement des agricultures. C'est-à-dire qu'il doit coexister plusieurs modèles. Voilà. L'autre élément, c'est la territorialisation. La question des circuits courts, la question de la relation entre le producteur et le consommateur. Tout ça, ce sont des éléments qui remontent assez fort des travaux et des réflexions qui sont en cours depuis quelques années. Voilà. Au niveau européen, par exemple, aussi, on voit bien que il y a des visions qui peuvent s'opposer. Sur la question de l'innovation en agriculture, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est porté depuis pas mal d'années par une composante de la Commission, qui est comment on fait de l'innovation, comment on fait bouger l'agriculture. Et il y a un parti pris qui est la logique des pionniers localement. Il peut y avoir un certain nombre d'agriculteurs qui se mettent ensemble et qui font une innovation qui fonctionne, et ils vont faire profit, ils vont la partager, et c'est ça aussi qu'il faut favoriser. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, il y a derrière évidemment des ressorts contraires très puissants qui sont la contractualisation des filières, qui sont l'organisation nationale des marchés. Et si dans 6 mois ou un peu même beaucoup plus vite, on nous dit qu'il va falloir reconsidérer notre souveraineté alimentaire au niveau européen, évidemment que ça va avoir des impacts. Voilà. Donc c'est en ceci que je dis que c'est très politique, donc je n'ai pas la réponse à ça. Mais il me semble que ce qui est ça a fortement émergé ces dernières années, et ce qui est en train de se structurer quand même au niveau technique, au niveau scientifique, c'est comment on accompagne la diversité et la coproduction de connaissances. Voilà, ça c'est assez clair, je pense que c'est assez profond. On sort je pense assez fortement de logique où on va travailler de façon massive d'une seule façon. Voilà, il me semble. Moi, je suis sorti de l'école il y a un peu plus longtemps qu'Alexandre. Il y a 30 ans, dans les écoles agro, on apprenait des recettes et qui étaient applicables en Beauce, en Champagne ou dans le Grand Sud-Ouest. Il me semble qu'on a dépassé ça et que désormais, les agricultures se territorialisent et les solutions se développent beaucoup plus à l'échelle de ceux qui les font.
Camille, vous voulez rebondir sur cette question ou vous voulez qu'on en prenne une autre? Alors non, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit par Cyril et Alexandre. Je ne pense pas qu'il y ait une agriculture, c'est un ensemble d'agricultures qui se complètent. Je pense qu'il faut aussi arrêter de tout le temps vouloir les opposer. C'est vrai qu'on le voit bien au niveau des identités des régions, etc. Enfin, chaque territoire a aussi une façon de produire pas la même chose, etc. Donc voilà, moi je ne vais pas en rajouter plus. Mes deux autres intervenants ont déjà très bien répondu à la question. Est-ce que du coup il y a une autre question quelque part dans la salle? Ouais, là-bas. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Donc, je suis Guy Stéphane Akanza, chargé d'études économiques pour le réseau des Cariforef. Est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu plus près du micro parce qu'on vous entend pas très bien ici? D'accord, donc je suis Guy Stéphane Akanza, chargé d'études économiques pour le compte du réseau des Cariforef. La transition écologique, lorsqu'elle se déploie aux différents secteurs d'activité, elle engendre très souvent la création de nouveaux métiers, même si c'est assez rare. Dans le domaine de la mobilité, par exemple, il y a le métier des mécaniciens de cycle. Dans la finance, il y a aujourd'hui les conseillers en développement de projets verts. Est-ce que dans le domaine de l'agriculture, la transition écologique a engendré la création de nouveaux métiers? Si oui, lesquels, s'il vous plaît? Quelques-uns, par exemple. Merci. Je ne sais pas si l'un de vous veut prendre la parole pour commencer. Alors, la question est très bonne. C'est vrai qu'on voit apparaître dans les formations ces nouvelles thématiques, etc. La création de nouveaux métiers, c'est en cours. Enfin, je dis, il faut aussi laisser du temps. Vous donner des noms de métiers en particulier, je ne peux pas le faire. Mais c'est sûr qu'en tout cas, toutes ces thématiques sont prises en compte dans les formations. Ça, c'est une certitude. Et de nouveaux métiers en découlent. Après, des noms spécifiques de métiers, moi, je ne peux pas vous aider. L'un de vous a peut-être quelques insights à donner? C'est des métiers, les métiers évoluent, changent, enfin, mais en soi, les intitulés et tout restent. Allez, on les change un petit peu pour mettre durable, pour mettre les petits mots qui à la mode entre guillemets, mais fondamentalement, ça reste la même chose. Hein. Ça marche. Mais avec un autre paradigme, quoi. Il y a peut-être des choses qui ces dernières années sont montées, il me semble, hein, en force. C'est pas tant des métiers autour de l'agriculture que sur les diagnostics dans les territoires. De plus en plus, on demande aux agriculteurs, mais à tous ceux qui interviennent dans les territoires, de faire des diagnostics sur l'état de la biodiversité, sur le carbone dans les sols, etc., sur l'efficience énergétique de bâtiments. Et je dirais cette pression qui est importante et qui est utile, hein, de pouvoir mieux qualifier l'état du milieu et voir l'impact que peut avoir telle ou telle activité. Ça passe par des bureaux d'études et des tas de structures qui interviennent dans ce cadre-là. Et il me semble que là, il y a des besoins pour des chefs de projet, des chargés d'affaires ou des techniciens qui viennent opérer ces diagnostics. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait été très interrogé sur les gens capables de faire des diagnostics de diversité végétale et de diversité animale, ce qu'on appelle des systématiciens, des gens qui caractérisent la biodiversité. C'était des disciplines qui étaient ce qu'on appelait des disciplines rares ou un peu orphelines à l'université, dans les écoles, et qui ont été relancées par cet appel d'air de bureaux d'études ou de structures qui venaient faire des diagnostics de biodiversité. Quelqu'un qui est capable de reconnaître telle ou telle plante ou tel insecte, c'est des compétences qui ne sont pas si évidentes et qu'il faut aller chercher et renforcer au niveau des formations. C'est un exemple, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il vaut, en tout cas, c'est un exemple concret que j'ai en tête. Merci. Bon, on a 1 minute pour prendre une dernière question, donc si quelqu'un en a une, c'est le moment de se manifester. Sinon, on arrive au bout de notre temps. Ah ben, on a une question devant. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélanie, je travaille chez You Matter et avant je travaillais dans une coopérative viticole, donc j'ai touché un peu du bout du doigt le monde viticole. Et en fait, moi ce que je voulais aussi vous poser comme question, c'était comment on fait aujourd'hui pour faire bouger entre guillemets des agriculteurs qui sont dans ce milieu. Enfin moi je l'ai vu, c'est se passer de génération en génération. Il y avait des techniciens viticoles qui allaient dans les vignes pour accompagner justement les viticulteurs à avoir une utilisation assez raisonnée des pesticides. Voilà, on n'était pas du tout dans une coopérative bio pour le coup. Voilà, mais en tout cas vraiment moi j'ai vu évoluer un peu les pratiques, mais j'ai aussi vu les freins.
des techniciens viticoles qui très concrètement allaient dans les vignes pour accompagner les vignerons, et les vignerons qui leur disaient non mais bon, vous êtes marrant, mais moi ça fait X années que je fais comme ça, ça marche bien, et à côté j'ai aussi des problématiques de rendement, etc. etc. Comment, selon vous, on peut vraiment on peut les faire un peu switcher, enfin en tout cas les faire vraiment évoluer dans leur pratique? Est-ce que vous avez des outils très concrets? Est-ce que ça passe par de la formation? Ça, je l'entends bien, mais moi, je l'ai vu, la formation, elle avait aussi ses limites. Est-ce que ça passe par de la com? Est-ce que ça passe par des obligations aussi, peut-être très concrètes? Enfin, voilà, c'est aujourd'hui un peu la question que je me pose. Allez-y, Cyril, si vous voulez commencer. Ou Alexandre. Alors, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Et justement, et on en revient une fois de plus, je vais encore en revenir à l'agronomie et de quelle agriculture on parle, ou de quelle compréhension du vivant et de l'agronomie on parle. Et parce que aujourd'hui, quand vous parlez justement de réussir à faire réduire les pesticides, à faire réduire ceci, à améliorer cela, c'est beaucoup fait sous la contrainte, parce que demandé par un cahier des charges, parce que demandé par un label, parce que je sais pas quoi. Et disons que ça vient jamais vraiment solutionner les problématiques que les agriculteurs ont. Et c'est là où justement se reposer des bonnes questions d'agronomie de fond. Et là on en revient, comme je disais au début, c'est ce qu'on apprend normalement. Enfin, on apprend ça en école d'ingé, mais on nous fait pas le beau dessin avec la plante qui construit le sol, on nous illustre pas la biologie, la biochimie et tout dans l'écosystème du vivant. Une fois qu'on se rattache à ça et qu'on explique leurs problématiques techniques aux agriculteurs sous l'angle justement de la compréhension de si là tu as telle maladie, c'est parce que la plante elle n'arrive pas à trouver dans le sol ce qu'il lui faut, parce que tu n'as pas une biodiversité, une microbiologie assez développée qui fournit pas tel ou tel service. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas ça? C'est parce que sur ton sol par exemple tu n'as pas assez de plantes de couverture qui nourrissent la biologie. Là, il commence à comprendre des sujets que lui touche, et qu'il va se dire en fait je vais pouvoir solutionner mes problèmes de maladie et du coup réduire mes phytos ou mes pesticides, mais ça va être une conséquence en fait. Il met pas des phytos pour se faire plaisir, c'est pour résoudre un problème. Ça, ils vous l'ont dit aussi, je pense. C'est pas pour se faire plaisir. Donc en comprenant en fait d'où viennent fondamentalement ces soucis, il va les régler et il va pouvoir à terme réduire ses phytos, mais ça sera une conséquence. Le problème, c'est qu'on prend justement le problème par le mauvais angle, on ne le prend pas du bon bout, typiquement, je pense que ça fait référence un peu à ces formations, réduire les phytos, mais ça marche pas, ou on a toujours fait comme ça, ou je sais pas quoi. Et donc là, dès lors qu'on commence à expliquer les choses comme ça prend un peu, et puis il faut aller leur faire voir un peu ce qui se fait à droite à gauche chez des voisins. Ça se passe beaucoup de voisin en voisin, C'est voir et discuter et puis prendre l'apéro, c'est important. Cyril, d'un mot. Vite. C'est une question très, très, très difficile et de nouveau vraiment quelques points très personnels là-dessus. Dans tout ce que vous avez indiqué, c'est un peu tout ça, j'allais dire. Mais dans les solutions évidentes qui sont on investit sur l'avenir, donc la formation avant. On impose à très court terme la réglementation, l'interdiction. Entre les deux, moi, ce que je crois fondamentalement, parce qu'un agriculteur, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui prend des risques. Et il le prend sur des pas de temps, il ne peut pas tester 50 000 fois des choses, 50 000 solutions différentes. Il y a les saisons, il y a le temps climatique, il y a le temps vivant. Donc un agriculteur, c'est vrai que, alors je ne vais pas faire la sociologie à 2 €, mais il est toujours dans une question de réassurance. Donc c'est vrai que faire comme avant, c'est une forme de réassurance. D'accord ? Payer des intrants, payer de la chimie, payer de la technique, c'est une forme d'assurance. La question, c'est quand on veut le faire bouger, et en plus sur des solutions qui, parce qu'elles sont plus fondées sur la nature, comportent un risque supplémentaire, il faut l'accompagner. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Et il peut y avoir des instruments, y compris financiers, pour ça. Ce en quoi je crois fondamentalement, c'est un champ professionnel où les gens sont solidaires, en tout cas, ont l'habitude de travailler ensemble, de coopérer. La valeur par l'exemple, c'est probablement aussi ça qu'il faut. C'est-à-dire que les pionniers, ceux pour qui ça marche, ils doivent le partager, ils doivent entraîner leurs collègues. Un agriculteur qui voit que son collègue, on arrive en tant qu'INRAE, où il faut faire ci, il faut faire ça, on l'a vu dans nos labos. En revanche, quand des agriculteurs se mettent en groupe et ont vu, toi, tu as testé ça, ça fonctionne, je vais aussi le tester, il y a ces effets-là. De nouveau, je vais arrêter d'aller plus loin parce que après, c'est la sociologie du changement, mais c'est probablement un levier très puissant. Donc il faut encourager les pionniers, il faut
faire connaître leur expérience, il faut favoriser leur association avec d'autres agriculteurs. Et il me semble que ça peut être un levier pour accompagner le changement et qu'il y ait cette réassurance un peu collective autour du changement de pratique, il me semble. Merci beaucoup. Bon, sur ce, on arrive au bout de notre temps et je vois qu'on fait déjà la queue pour la prochaine conférence dehors. Donc, voilà, je vous remercie tous et toutes d'être venus pour participer à cette conférence. Et merci à vous d'être venus, d'avoir posé des questions.